À la une, branle-bas de combat à la mairie de Saint-Pierre. À la veille des municipales partielles, les 6 bureaux de vote doivent être fin prêts pour accueillir les quelques 4000 électeurs inscrits. La francophonie à l'honneur ce matin dans les locaux de l'ex-UFM. Une dizaine de candidats ont planché sur la dictée francophone organisée par l'association Madinina Québec, l'occasion de confronter leurs connaissances des langues régionales. Créer une entreprise en 54 heures, c'est possible. La 3e édition de la Martinique Startup Weekend s'est terminée ce soir. Près de 17 porteurs de projets ont tenté de séduire les nombreux actionnaires présents pour dénicher la perle rare. Bonsoir, ravi de vous accompagner pour cette heure d'information. Direction Saint-Pierre pour débuter ce journal. Demain, les électeurs de la commune devront retourner aux urnes pour élire leur conseil municipal et leur maire. Rappelez-vous, en janvier dernier, le Conseil d'État avait invalidé les élections municipales de mars 2014. Un premier tour des municipales partielles où s'affronteront 3 têtes de liste, Raphaël Martine, le maire sortant, Christian Raffa et Eliane Sesto-Gustave. Tout a été mis en place pour assurer le bon déroulement du scrutin. Isabelle Ferrière. Les isoloirs qui sont au nombre de 3. Voilà, merci. Une matinée bien remplie pour l'équipe municipale par intérim. Il faut faire le tour des différents bureaux de vote pour vérifier que tout est en ordre. Nous sommes arrivés au bureau de vote 5 et 6 qui se trouve à l'école maternelle. Nous nous assurons que les isoloirs sont bien en place, qu'il y en a bien 3 et qu'il y en a un pour les handicapés. Ensuite, que les tables sont bien en place pour permettre la circulation des personnes venant voter. Au total, 6 bureaux répartis dans 4 sites. Une école maternelle, 2 écoles primaires et la mairie. Particularité de ce nouveau scrutin, il est organisé par une délégation indépendante de tout parti politique. On fait appel à des personnes extérieures donc, pour les bureaux de vote. De manière classique, c'est le maire qui choisit donc les présidents de bureau de vote. Là, c'est la présidente de délégation et avec la sous-préfecture donc, qui ont choisi les responsables de bureau de vote, donc les présidents et les vice-présidents, qui n'ont rien à voir avec un parti politique. Voilà, des personnes donc, qui sont neutres. Tout semble en œuvre pour assurer le bon déroulement du vote. Reste à savoir si les Pierrotins se rendront aux urnes. Mais oui, c'est un droit. Il y a un vote, il faut aller voter. Je vais voter vraiment pour le changement. Parce que bon, ça fait 14 ans et je pense qu'à un moment donné, il faut avoir un changement à Saint-Pierre. Parce que depuis 14 ans, il n'y a rien qui a évolué. Il n'y a pas de préférence. Ils sont pareils. Les 3 partenaires sont pareils, c'est pareil. La politique, c'est ça, c'est pareil. Ils sont plus de 4000 à être inscrits sur les listes électorales. Demain à Saint-Pierre, les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 18h. Notez aussi dans vos agendas que demain, dès 18h45, la rédaction d'ATV vous propose une émission spéciale consacrée aux résultats de cette municipale partielle. Et pas de difficulté pour se rendre aux urnes demain puisque le trafic a repris normalement sur la RN2 à l'entrée de Saint-Pierre. Après une journée de fermeture en raison de la menace d'effondrement de blocs rocheux, la voie a rouvert hier soir. La falaise a été, vous le voyez, stabilisée à l'aide de ces harnais. Des images signées Isabelle Ferrière. Et à quelques encablures de Saint-Pierre, plus précisément au Carbet, une épicerie a été ravagée par les flammes dans la nuit. L'incendie s'est déclaré aux alentours de 2h du matin et a été circonscrit par les pompiers à l'aube. Des bonbonnes de gaz présentes à l'intérieur de la bâtisse construite en bois et en dur ont provoqué des explosions. Les alentours étaient encore bloqués en début d'après-midi. Et l'actualité sociale dans l'île reste encore vive. Le personnel du centre pénitentiaire de Ducos, affilié à l'UFAP, appelle à un rassemblement ce mardi 24 mars dès 5h du matin. Débrayage suite à de graves agressions dont des employés ont été victimes hier et aujourd'hui. Il dénonce aussi la surpopulation carcérale et les conditions de travail qu'il juge de plus en plus indignes. Immergeons-nous maintenant dans l'univers des mots. En écho à la semaine de la langue française et de la francophonie, plus d'une dizaine de personnes étaient réunies ce matin dans les locaux de l'ancien UFM de Fort-de-France. Un rassemblement pour participer à la dictée francophone proposée par l'association Madinina Québec. Des textes inspirés du français, de la province canadienne, en passant par le Poitou-Charentes. Il aura fallu beaucoup de concentration pour éviter les fautes. Julien Goudichaud. Et téléobjectif obligatoire. Ils sont certes un peu à l'étroit à leur pupitre, mais ils sont présents.
Une douzaine d'adultes venus se mesurer à la dictée francophone. Au programme, 3 paragraphes de 3 auteurs différents. Cette année, nous avons eu le Québec. Il y a toujours une épreuve d'un auteur du Québec. Et puis pour la France, d'une région de France, cette année c'était le Poitou-Charentes. Et la troisième région, enfin l'autre pays, c'était la Belgique. Et c'est toute la littérature francophone qui est prise en compte. L'heure est à la relecture. Dernière chance de corriger ses éventuelles fautes d'orthographe et l'on ne regarde pas la copie du voisin. Enfin, la correction. Les visages se délient et les expressions diffèrent à la découverte des textes. Chacun s'évalue et dans les rangs de la classe, on ne le sait pas encore, mais une star est présente. Olivier est habitué des compétitions de culture générale. Vainqueur de questions pour un champion en 1992 et deuxième au niveau national de la dictée francophone en 2014, il est venu jouer une nouvelle fois du stylo. En bon perfectionniste, le champion semble déçu. Il a commis une demi-faute. Sur un trait d'union. J'ai oublié de mettre un trait d'union entre grand et angle. Pour les participants, l'expérience est enrichissante et tout le monde repart un peu plus cultivé. Beaucoup de mots nouveaux et je me réjouis toujours d'entendre un français bien parlé. Ah oui, forcément. Par exemple, au Québec, le mot wananiche, je ne savais pas que c'était un poisson voisin du saumon. La dictée aurait-elle alors de beaux jours devant elle ? Nous sentons qu'il y a quand même un engouement pour la chose. Il y a quand même eu 30 établissements d'inscrits et on verra le nombre de participants au total. Le vainqueur de cette dictée remportera un voyage au Québec. Verdict le 11 mai. Mais qu'importe le résultat, comme dirait Pierre de Coubertin. L'essentiel est de participer. Et que le meilleur gagne surtout. Au chapitre politique, le groupe Révolution socialiste a tenu une conférence de presse ce matin au Terre-Saint-Ville. Objectif, montrer ses ambitions pour la future collectivité unique. Le GRS explique aussi avoir pour finalité de proposer une alternative aux grands partis politiques en lice. Le groupement entend ainsi faire de la majorité sociale une majorité politique. On écoute à ce propos le porte-parole du GRS. Il répond aux questions de Loïc Régis et Michelet François. Notre idée au départ, c'est celle d'une liste ouvrière et populaire, c'est-à-dire une liste qui soit indépendante des capitalistes, indépendante de la bourgeoisie, indépendante de la droite, indépendante du gouvernement, pour qu'elle soit capable de représenter réellement le plus grand nombre, la population, la majorité sociale du pays. Nous sommes déterminés à être présents dans ces élections, nous serons présents dans ces élections. Nous préférons que ce soit dans un cadre plus large, mais en tout état de cause, on entendra notre point de vue et nous allons nous battre. Restez avec nous. Dans quelques instants, votre JT des communes se délocalise comme chaque samedi avec Hubert Bornil. Ce soir, nous serons peut-être près de chez vous, direction les Anses d'Arlay, où une tradition séculaire apporte un charme inégalable à la commune. Plein feu sur ses puits. Explication à suivre dans quelques instants. Puis nous nous plongerons l'instant également de quelques minutes dans les eaux ferrugineuses des Anses d'Arlay. Un véritable spa en plein air. Mais d'abord, jeune ou pas, vous aviez 54 heures pour créer une start-up. La start-up, c'est une entreprise ayant un projet le plus souvent innovant qui a la capacité, dès sa création, de porter ses fruits. Cette année, pour la 3e édition de la Martinique Start-up, 17 porteurs de projets ont tenté de relever le défi. Le point sur l'événement avec Loïc Régis. Cela fait 4 mois que Gladys travaille sur son projet, une laverie bio qui permet le traitement des couches lavables. Nous sommes dit que nous allons proposer un service dédié qui serait la location des couches, le ramassage, le lavage, le séchage et la relivraison des couches de façon journalière. Un concept que la jeune femme est venue développer ici. À la recherche de conseils, cette porteuse de projet espère voir son idée aboutir rapidement, mais elle sait que rien n'est gagné. C'est compliqué parce que le projet est très costaud en fait, parce que c'est une blanchisserie qui nécessite beaucoup de machines et on veut rester dans l'écologie. Donc, et tout ce qui est normes sanitaires, tout ce qui est stérilisation des produits, et tout ça demande beaucoup d'investissement. On espère que les banques nous suivront puisque notre projet est innovant et qu'il est environnemental. Laura ne participe pas directement au concours, mais souhaite apporter son expérience. Depuis plusieurs années, elle donne un coup de pouce aux jeunes créateurs de start-up. J'ai des méthodes comme le Lean Startup qui me permettent de leur donner des conseils, de leur dire là, pour aller vite, concrètement et savoir où vous devez aller tout de suite, remplissez le business model Canva. C'est ça fonctionne de telle façon. Et en leur expliquant, ça leur permet de pouvoir avancer très vite et de vraiment rester concentré sur l'essentiel.
3 ans que la manifestation est organisée, les échanges semblent constructifs. 54 heures, pas de temps à perdre pour les participants. La concurrence est rude, il faut être performant. Mais attention à ne pas confondre vitesse et précipitation. Ce n'est pas la peine de rester chez soi en train de rêver à son projet. Il faut confronter le projet au terrain, à la réalité, à tous les coachs qui sont là, qui ont plusieurs années d'expérience et qui peuvent dire plus ou moins si le projet est viable et s'il y a des solutions pratiques à leurs problèmes. En fait, on a 54 heures qui permettent de gagner beaucoup de temps, donc beaucoup d'argent. Une délégation voisine de la Dominique est invitée à présenter son concept, une idée basée sur la transformation de produits alimentaires. En tout, 10 projets seront présentés au jury demain en fin de journée. Le lauréat sera récompensé d'un accompagnement financier afin de créer son entreprise. Et cette jeunesse qui entreprend, il était aussi possible de la voir à l'œuvre dans un tout autre registre. Le Conseil départemental de la jeunesse organisait aujourd'hui son après-midi intégration, l'occasion d'accueillir les nouveaux membres recrutés lors de la campagne de recrutement lancée en janvier dernier. La manifestation avait aussi pour objectif de promouvoir la jeunesse martiniquaise et de montrer qu'elle s'implique dans les projets qui la concernent. On écoute à ce propos les entretiens réalisés par Julien Goudichaud. Il faut que les jeunes participent à leur propre devenir. Donc, on ne peut pas réfléchir à des actions pour les jeunes sans qu'on puisse concerter les jeunes. Il faut leur donner leur place parce que souvent, on ne leur donne pas suffisamment de place. Et quand il y a une instance qui leur permet de le faire, ils prennent à bras-le-corps leur projet. On a fait une campagne de recrutement qui a commencé le 7 février, qui se termine le 7 mars. Et ça a donné quand même une campagne de 130 jeunes qui se sont vraiment manifestés, souhaitant rejoindre le CDJ. Et aujourd'hui, pour la journée d'intégration, nous avons eu 80 confirmations. Je suis venue ici, donc j'ai la volonté d'intégrer une association qui permet d'avancer, qui permet que la jeunesse martiniquaise puisse avancer et puisse créer des choses, créer des projets, développer, qu'on puisse évoluer correctement. Clin d'œil maintenant à nos voisins de la Guyane. La Guyane qui est aussi concernée par la fameuse marée du siècle. Vous le voyez sur des images, de nombreuses rues ont été inondées et également une rue fermée à la circulation, celle de Chatan. À Kourou également, des dunes de sable ont été érigées pour contrer la montée des eaux. Une montée des eaux constatée aussi de l'autre côté de la frontière au Brésil. Vous l'avez vu sur ces images, à Macapá, le front de mer est submergé par les eaux, les rues à proximité également. La marée du siècle est un phénomène qui se produit tous les 18 ans. Des images signées des tontons flingueurs, vous les avez vues. Et si vous avez également des infos, des images, des vidéos à nous faire parvenir, envoyez-les nous par email à l'adresse info@wipa972.com. Voilà, poursuivant avec l'information locale et communale qui continue dans vos quartiers. Tout de suite avec votre JT des communes délocalisées. Prenons ce soir la direction de la commune des Anses d'Arlet, célèbre pour ses vieilles maisons créoles et son église faisant face à la mer. Une escale que nous propose de découvrir Hubert Bornil, Clotel et son équipe. Bonsoir et bienvenue aux Anses d'Arlet, ville de près de 4000 habitants, 18 km de côte de l'Anse-Mathurin à la pointe du Diamant. La commune doit son nom au chef Arlet. Il s'agissait d'un Caraïbe. Il a cohabité d'ailleurs avec les colons de 1635 à 1648. Ici, la principale activité, c'est la pêche. Côté sportif, il faut noter que le volleyball occupe une grande partie de la jeunesse. C'est une commune qui se compose d'une vingtaine de quartiers, les plus connus, Anse-Noire, Anse-Chaudière, L'Anse-Mathurin ou encore Petit-Anse. Voilà, après ces indications, c'est parti pour quelques minutes de plaisir et de découverte. Et puis d'ailleurs, la ville des Anses d'Arlet aurait pu se dénommer la ville aux puits. Effectivement, dans cette commune, on recense à peu près 25 puits. Alors, des puits comme celui-ci, que l'on ne remarque pas forcément. Et puis, chez Madame Anastasia, elle en a un dans sa maison même. Elle s'en sert justement pour sa consommation en période de coupure d'eau. Reportage Volana Razafi Manansoa.
Anastasie ne boit pas l'eau du robinet, elle n'achète pas non plus l'eau en bouteille et pour cause, elle dispose d'un puits. Pour moi-même, je prends l'eau pour faire à manger. On a même eu l'occasion de faire des biberons avec l'eau. Mais mon eau a été analysée en France et on m'a dit que c'est très bon, que je peux boire. Situé en plein milieu de la cuisine, l'ouvrage a été construit en 1945 par le père d'Anastasie et d'autres membres et amis de la famille. On a fouillé, on a fouillé, on a fouillé. Entre deux nappes phréatiques, il y a l'eau. Du moment qu'on a trouvé l'eau, on s'arrête. Et à ce moment-là, ils ont fait descendre des fûts, une dans l'autre. On met un, on fait un autre, jusqu'à avoir la hauteur 1 mètre au niveau de la terre. C'est comme ça que c'était au début. Et puis après, comme la vie a changé un petit peu, on a eu d'autres moyens. Alors on a fait un ciment. Selon Anastasie, la présence de ce puits est bien plus qu'une simple construction. Elle favorise le lien social. Quand on allait prendre de l'eau dans le puits, le voisin vient prendre, une personne étrangère, là, on parle, on se connaît. J'ai toujours utilisé le puits, toujours. Quand il n'y a pas d'eau, du temps du dernier cyclone, les gens venaient ici chercher de l'eau. Aux Anses d'Arlet, Anastasie n'est pas la seule à posséder un puits. Il y en a plus de 25 dans la commune. Mais seulement 5 sont encore en activité. Les autres, inutilisés, sont des trésors insoupçonnés. Donc là, la commune a mis ce puits en valeur sur le fond de mer. Beaucoup de gens viennent sur la plage, mais ne savent pas que c'est un puits. À quelques mètres à peine de la mer, ce puits date de plus d'1 siècle. Ce puits, il était dans la cour du bar-restaurant et nous l'avons toujours connu, rempli d'eau, où tout le monde venait se servir, même si c'était une propriété privée, mais les propriétaires laissaient lorsqu'il n'y avait pas d'eau. La mairie projette de restaurer les puits des Anses d'Arlet dès la fin de l'année, une restauration du patrimoine qui permettra de mettre en lumière ces constructions trop souvent oubliées. Après une discussion avec les pêcheurs du coin, le Morne Jacqueline, juste derrière moi, à Petit-Anse, avec à ses pieds de l'eau ferrée, un coin qu'il faut absolument connaître si vous passez un jour à Petit-Anse. C'était d'ailleurs le lieu de promenade favori du poète Aimé Césaire. Il s'agit en fait d'une eau ferrugineuse. Julien Godichaud nous emmène pour une escapade sur ces sentiers perdus. Regardez. Non loin d'un quartier résidentiel, il faut arriver au bout de ce chemin de terre pour trouver cette entrée discrète et son indication. Une source d'eau chaude. Nous suivons Claude qui nous mène sur des sentiers bordés d'un paysage extraordinaire. Nous sommes au pied du Morne Jacqueline. Nous nous dirigeons vers la source ferrugineuse de l'eau ferrée. En réalité, le passage se faisait auparavant le long de la plage, mais avec les houles successives, le passage a été détérioré. Et lorsque la nature prend le dessus, il faut trouver des solutions. Un sentier entièrement réhabilité par la ville avec l'aide de l'ONF. Marches, galets et panneaux éducatifs ont été installés pour permettre aux visiteurs de profiter d'un site qui vaut le détour. Nous arrivons sur la passerelle qui fait partie des aménagements. Avec le panneau visuel, nous avons choisi de mettre 2 témoignages. Oui, ce sont des personnes qui vivent encore dans le quartier et qui ont bien voulu témoigner de ce qu'ils ont vécu autour de l'eau ferrée. Dernière ligne droite avant la fameuse source. Le sentier aux allures montagnardes cède la place aux falaises du littoral. Les vagues frappent la roche environnante, signe que nous touchons au but. Enfin, notre guide marque l'arrêt devant le point final de notre quart d'heure de route. Cet ouvrage a été entièrement réalisé par l'association Titans en Action. L'eau qui est ici, c'est une eau ferrugineuse. Alors ça se remarque par la couleur orange qu'il y a autour. Et c'est une eau qui a température d'environ 35 degrés. Les anciens disent que cette eau permettrait de soigner les rhumatismes. Alors c'est ce que la légende dit. Claude entend bien que ce site rénové bénévolement à main d'homme en 2012 perdure. Il en appelle au respect de chacun. C'est un site exceptionnel qui reste encore à découvrir par beaucoup de gens. Mais surtout, il faudrait que tout un chacun essaye de respecter le site pour qu'il dure dans le temps. Une source d'eau naturelle aux vertus bienfaisantes, plantée dans un décor sublime. Je ne résiste pas à l'envie d'y prendre un bain et je peux vous dire qu'elle est...
C'est bon de souligner que c'est aussi une ville très attractive d'un point de vue touristique. À partir du ponton de la ville, il y a possibilité de faire la visite des anses depuis le Rocher du Diamant jusqu'à Anse-Noire. C'est ce que propose l'Arlésienne, une embarcation tenue par un capitaine qui privilégie culture et relations humaines. Reportage Julien Godichot. Embarquement immédiat. Ce matin, la météo est de la partie. Voguant au fil des anses, la balade offre un paysage époustouflant. Une découverte assaisonnée d'un cours d'histoire. Première étape, le Rocher du Diamant. Occupé par les Anglais de 1804 à 1805, il fascine. Très vite, l'atmosphère se détend et Louis captive l'attention. Ils barraient la route au bateau qui approvisionnait la Martinique. Et après, ils ont fait une petite guerre qui a duré 3 jours, 3 nuits pour les déloger. Ils ont même dit que le Rhum a contribué à ce délogement. Regardez la construction qui apparaît là. C'est tout ce qui reste comme ruine d'un petit hôpital qu'ils avaient construit. Ça date de 1800 quand même, 1804, donc il y a une petite végétation dessus. On a les cactus cierges, on a les poiriers pays. Les poiriers, c'est les grands, ceux qui nous servaient à faire des membouilles de gommiers, de yoles, avec le bec orange hein, au-dessus. C'est paille en queue. Cap sur le nord. À bord, l'ambiance est conviviale, tout le monde se mélange et apprend à se connaître. Mettez-vous à l'aise sur le bateau. Hein. Mettez-vous à l'aise. Vous pouvez même vous asseoir là. Vous êtes pêcheur de famille? Ah oui, mon père a été marin-pêcheur et je suis le seul marin de la famille quand même. Hein. Ça m'a toujours c'est votre vie là-bas. Ouais, la mer c'est ma vie. Et Louis va de surprise en surprise, soucieux du bien-être de son équipage. Ben, on va s'arrêter là, on va prendre notre petite collation. J'ai des frites, j'ai des trucs à bord, si vous voulez vous mouiller, faire un petit peu de masque et tube. Il y a un fond magnifique là. Hein. Tu vas là où il y a les roches, tu vas avoir plus de poissons là. Pour ceux qui restent là toujours, je vous fais déguster un petit truc alors. Ah ouais, en attendant les autres. Ils sont dans l'eau. Oui. Rien d'autre marche peut-être? Alors je le fais la veille, hein, il n'est pas fort, hein, je mets ça de rhum. Un petit peu d'essence vanille, de la cannelle, du citron, un bon jus de goyave, dominé avec du jus de goyave et après du multifruit. Et je le congèle. Comme on part en mer, donc comme ça il est bien frais. Il n'y a pas à dire, le capitaine sait y faire. Pour ce touriste venu du Québec, l'essayer c'est l'adopter. C'est le meilleur. C'est mon idole. Je ne peux pas avoir meilleur. Alors, il a réussi à nous mettre en confiance, puis il est très documenté sur tout ce qu'il nous fait voir. C'est très intéressant. Pour une visite guidée, une balade comme ça en haute mer guidée, c'est super. Alors, chez nous, on dirait que c'est extraordinaire. C'est le fun. Toujours au gré des anses et de leurs histoires, le prochain arrêt se fait à Anse-Noire avec son sable volcanique. On pense qu'on a tout vu quand on fait sur la route, mais quand tu vas sur la mer, c'est un autre monde. Allez, accroché par les grottes aux chauves-souris, une dernière petite anecdote et retour à la case départ. Avant, on partait à la chasse au manicou le soir avec nos piles, des chiens dressés et on cherchait le manicou. Hélas, les bonnes choses ont toujours une fin. Fini la timidité du début, les passagers repartent en se tutoyant. Une sortie enrichissante qui crée du lien. L'enfant des Anses d'Arlé s'octroie une petite pause bien méritée, le regard perdu dans ces vagues qui le bercent depuis tout petit. Et on se retrouve dans la magnifique baie de Grande-Anse pour accueillir notre invité. Il s'appelle Michel Delbois, chargé de communication extérieure de la ville. Extérieure mais aussi intérieure, on imagine, aussi, hein, Michel. tout à fait, ouais. Voilà. Alors, nous allons parler évidemment de développement concernant les Anses d'Arlé, des activités. Alors, on a dit qu'ici, principalement, on retrouve la pêche, un petit peu d'agriculture, je crois. Un petit peu d'agriculture, le tourisme surtout. Ah ouais. Alors, sinon, les Anses d'Arlé, Michel, parlons-en. Quoi de neuf? On a vu qu'il y a eu quand même pas mal de réalisations. Aujourd'hui, l'Arlésien, comment se sent-il dans sa commune? Alors, bonjour Hubert. Alors, l'Arlésien se sent bien. Je le dis parce que je côtoie la population. Se sent bien par rapport à ce développement qui ne détruit pas le côté architectural de la commune, qui ne détruit pas le paysage de la commune. Parce qu'il y a un parti pris politique de garder Anses d'Arlé authentique. Ouais. Authentique. Anses d'Arlé authentique. D'ailleurs, c'est ça
qui a fait Fosse en Zarlais. Ouais. Quand tu regardes le Bourg, quand tu regardes le Petit-Anse, quand tu L'histoire regardes des puits, tout ça, l'histoire c'est des formidable. puits, c'est Ouais. formidable. De l'eau Ferréa. Et donc, Ouais. justement, il y a une espèce de dilemme de développement. Est-ce que nous allons garder, est-ce que nous allons détruire, nous allons faire de bagailles? Et donc, il y a eu un parti pris de développer en gardant côté état là. Par exemple, pour le tourisme, par exemple. Il y a un tourisme chez l'habitant qui est très important, qui a échappé à toute statistique. Hein? Ces touristes-là aiment venir ici, aiment venir habiter les Arlésiens. Manger bon poisson, aller boire au milieu puis c'est pêcher, aller la pêcher puis enfin bref, vivre vraiment, c'est quoi qu'il y a un tourisme intégré. C'est ça. Alors en termes de tourisme, il y a un projet d'espace d'aménagement touristique qui est en cours depuis bien longtemps, qui est localisé justement à Grand-Anse. Mais aussi, il y a une volonté de diversifier le tourisme pour aller vers un tourisme avec plus de valeur ajoutée, quoi. Et c'est vers ça l'Amérique attend, il y a des espaces qui sont réservés pour cela. Concernant la pêche en Zarlé a été longtemps la commune ou l'une des communes La vitrine, avec carrément. le plus de marins pêcheurs, Ouais, avec plus de production en poissons, etc. Et donc, il y a un projet départemental, qui n'est même pas communal, qui est départemental, un projet de port de pêche. À Petit-Anse. Alors, à Petit-Anse, notamment. Alors, quand on dit port de pêche, Petit-Anse, c'est tout un Zarlé qui adore en bien ça là. D'ailleurs, au bout, il y a actuellement un chantier pour que les pêcheurs aient un marché de poissons moderne, avec chambre froide, avec, enfin, tout pour que l'hygiène soit mieux prise en compte. Alors Michel, le temps passe très vite, mais 2 mots de la jeunesse arlésienne. Est-ce que vous connaissez les phénomènes de petite délinquance, de désœuvrement des jeunes ici? Ou est-ce que c'est une jeunesse qui se fixe quand même? Alors, on a un noyau de délinquance qui est encore gérable. On a des jeunes qui sont un peu lâchés, influencés par tout ce qui peut être des perversions, etc. Mais qui ont le respect du village, qui ont le respect des adultes, parce que ce sont des enfants, des jeunes qu'on connaît. Quoi. Et puis volleyball là, toujours Kamaché. Et puis volleyball à Kamaché, et puis Rayon, et puis RCA, et puis les filles, et puis les garçons, mais surtout que les jeunes qui arrivent en flamboa régulièrement. Quoi. Voilà, très bien. Donc, ça nous peut dire, c'est inviter ces mounons à retrouver Coyons dans les vacances qui viennent, commencer déjà à vous rapprocher de la commune. Alors, une idée période, de décembre jusqu'à avril, nous avons le visiteur, l'eau touriste qui viennent, sur des plages dans les en midi. Et pour y partir, qui a intéressé les locaux, les résidents. Et puis, y partir à intéresser les locaux, c'est juillet, août, et puis tous les vacanciers qui ont viré au pays. Quoi. Voilà, merci Michel Delbois pour petit entretien là. Voilà, c'est là-dessus que nous allons refermer notre journal des communes. On se retrouve la semaine prochaine. Nous allons terminer notre verre, Michel. Et donc, à bientôt. Merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine pour d'autres découvertes. Voilà, une magnifique escale aux Anses d'Arlé. Restez sur ATV, l'actualité continue. On se retrouve dans une poignée de secondes avec Stéphane Lupon pour le magazine de l'actualité sportive.